Des usines sur des trains. Le 22 juin 1941, l'URSS est attaquée par les armées du Troisième Reich. Des milliers de wagons chargés de machines et d'ouvriers filent vers l'Est, loin des combats. L'invasion allemande, l'opération Barbarossa, joue sur la surprise et la vitesse. C'est la guerre éclair, le Blitzkrieg. L'armée rouge est écrasée. L'Ukraine, la Biélorussie, les régions industrielles et agricoles les plus riches sont menacées par les troupes nazies. L'ouest du pays concentre une large partie de l'économie. L'Union soviétique joue sa survie. Comment espérer poursuivre le combat alors que les usines qui produisent des canons, des tanks et des munitions vont tomber aux mains de l'ennemi? Staline prend une décision radicale et démesurée. Démonter, évacuer, réinstaller hors de portée des Allemands les industries de guerre. C'est un exploit et un mystère. Comment peut-on réussir en quelques mois à déménager des usines d'armement, des aciéries, des stocks de matières premières? Comment toute l'économie de guerre de l'URSS peut-elle se reconstituer, se réorganiser et finir par produire plus d'armes que l'Allemagne? C'est le peuple soviétique qui va sauver l'URSS. Les combattants au front, bien sûr, mais tout autant les travailleurs de l'arrière. Des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens, des femmes, des hommes prennent la fuite avec leur usine. Ils vont ouvrir plus à l'est du pays un autre front. Une armée de gens ordinaires qui, loin des combats, vont se battre dans les usines pour la victoire de leur pays. Staline est surpris par l'offensive allemande, mais il ne perd pas son sang-froid. Dès le lendemain de l'attaque, le 23 juin, il décide d'évacuer les industries vitales pour les mettre à l'abri. Personne, aucun pays, aucun pouvoir n'a encore déménagé toute son économie. Il faut sauver les composants de la guerre, la sidérurgie, la métallurgie, les ateliers d'assemblage de tanks et d'avions, les fabriques de munitions, les centrales électriques, les fabriques d'uniformes, les stocks de charbon, de minerais et de blé. Sous les coups de boutoir des armées allemandes, il faut trouver des trains, des camions, il faut démonter les usines, il faut transporter les ouvriers. Forcément, les soviétiques improvisent. Le front avance d'heure en heure. Le cœur économique de l'URSS va être occupé et détruit. Des pertes irréparables. Pays baltes, Biélorussie et Ukraine abritent un tiers de la production industrielle, la moitié de la production agricole, les 2/3 de la production d'acier. La première usine qui doit partir est un laminoir d'acier blindé pour les tanks, situé à Mariupol, en Ukraine. La décision est prise le 24 juin, 2 jours après l'attaque allemande. Il faut aussi trouver des points de chute pour les usines. À Leningrad, une délégation de l'usine de chars du grand complexe Kirov est dépêchée en Oural, à la recherche d'un nouvel emplacement pour mettre ses ateliers à l'abri. Une fois encore, Moscou espère que l'immensité de son territoire lui permettra d'absorber la violence de l'attaque ennemie.
L'opération Barbarossa a été un choc pour les Soviétiques. Ils ne savaient ni comment réagir, ni à quoi s'attendre. On leur disait que l'envahisseur fasciste était arrivé, qu'il devait faire quelque chose. Quand Staline a prononcé son discours à la radio le 3 juillet, c'était un appel au peuple soviétique. Vous devez vous serrer les coudes, repousser l'envahisseur fasciste. Il les a appelés « mes frères, mes sœurs ». C'est une des seules fois où il s'adresse à son peuple en termes familiers. Les gens ont écouté ce discours partout dans le pays. Ils ont compris que c'était un combat dans lequel ils allaient devoir s'engager, qu'ils seraient tous concernés. Le projet national-socialiste est prédateur et colonial. En franchissant la frontière, Hitler veut rafler tout ce qui lui manque en Allemagne. Des matières premières pour le Reich, du blé pour son peuple, des terres pour ses colons. Le projet nazi vise l'anéantissement des populations de l'Ukraine et de la Biélorussie. Les Juifs seront exterminés, les Slaves voués à l'esclavage ou à la famine. Minsk, Smolensk, Kiev, Kharkov. En 3 mois, les Allemands s'emparent des principaux centres économiques. À chaque fois que les troupes nazies s'approchent d'une ville, les usines se replient. Des monstres industriels, indispensables à l'effort de guerre, prennent la route. Les usines sidérurgiques, les fabriques d'avions, de chars, de canons sont démantelées. Elles produisent jusqu'au dernier moment, puis les machines sont chargées sur des wagons. Pour une usine importante, il faut jusqu'à 10 000 wagons, répartis sur plusieurs centaines de convois ferroviaires. Les ouvriers partent souvent dans les mêmes trains. Ça engorge un système de transport qui doit aussi servir à l'apport des troupes, d'une part. Et puis d'autre part, il y a l'idée, par exemple, pour l'évacuation de Kiev, ça s'est posé, jusqu'à quel point est-ce qu'on laisse des usines à Kiev pour participer à l'effort de guerre et à la défense de Kiev, et à partir de quand est-ce qu'on doit déménager ces usines pour protéger l'appareil productif. Et c'est vraiment dans ces micro-choix qui se jouent parfois à un jour près que a pu se dessiner le succès de l'opération. En charge de l'évacuation des usines, Lazar Kaganovich, commissaire au transport, écrit dans ses mémoires. C'était la panique. Il n'y avait pas de plan de mobilisation. Le calendrier ne prévoyait pas non plus les transports pour procéder à une évacuation d'une ampleur aussi incroyable et de manière aussi précipitée. Déjà en juillet 1941, on en était à 300 000 wagons mobilisés. Imaginez le point de départ, le moment où le directeur de l'usine dit « Arrêtez la production, commencez le démantèlement ». Le bruit des coups de feu est déjà dans l'air à ce moment-là. Et ensuite, supposons qu'il y ait un train et des wagons, et que les ouvriers commencent à mettre les machines sur les rails. La guerre pour l'URSS est une guerre de temps et d'espace. Son issue se joue au front, dans le sang et la fureur des combats. Son destin se joue aussi sur des rails. Les usines en fuite vont trouver refuge au sud, à l'est, au nord, dans les profondeurs de l'Empire soviétique. 22 millions de kilomètres carrés, le plus vaste pays du monde.
Des ordres étaient donnés. Les gens se précipitaient pour commander des trains, des camions, pour tout embarquer, transporter et décharger quelque part au Kazakhstan ou en Sibérie. Les Soviétiques ne s'attendaient pas à tout ça. Et qu'ils aient réussi à le faire est vraiment remarquable. Plusieurs choses pouvaient arriver en cours de route. Que les trains se mélangent, qu'ils soient mal aiguillés ou qu'ils se perdent, faute de plan de circulation. Il pouvait aussi arriver qu'un commissaire local, voyant la ligne de front se rapprocher, se dise « Ce train contient du carburant et des machines qui nous seraient bien utiles. Il n'y a pas de responsable, mais nous en avons besoin maintenant. » Alors ils attaquaient ces trains et pillaient le matériel. Le déplacement des usines est une retraite anarchique qui repose sur le talent des Soviétiques pour la débrouille et l'improvisation. Un vaste désordre que la propagande stalinienne passe sous silence. L'URSS est un pays invincible, le héros soviétique meurt au front et ne recule jamais. De toutes les images que le pouvoir envoie à son peuple, seul le film de fiction « Les gens ordinaires » retrace l'évacuation des usines. Le scénario a été écrit en 1943 et le film tourné en 1944. Ce film raconte l'expérience que vivent alors des millions de Soviétiques transférés dans l'Oural ou en Sibérie avec leurs machines. C'est l'histoire du camarade Yeromin, le directeur de l'usine d'avions Tchkalov, à Leningrad. Yeromin livre un dernier appareil de combat qui décolle aussitôt vers le front. Puis il évacue son usine en Asie centrale. Là-bas, il va reconstruire ses ateliers et relancer la production d'avions. Все. Принимайте последнюю машину завода имени Чкалова. Извините, что без испытаний. Испытывать будем там. Спасибо, товарищ директор. Спасибо, товарищи. Надолго запомни этот день. Sauver les usines n'est qu'une première étape. Il faut réorganiser toute l'économie. Nikolai Voznesensky, l'économiste favori de Staline, est en charge de cette mobilisation de l'industrie. Voznesensky est le directeur du Gosplan, l'organisme d'État qui contrôle la planification de l'économie. Il convoque au Kremlin ingénieurs et techniciens. Sergueï Emelianov, ingénieur métallurgiste, assiste à l'une de ces réunions et note dans son journal. J'arrive au Kremlin. La réunion a déjà commencé. Voznesensky prend la parole. À partir de maintenant, le nickel est réservé pour la production de blindage, d'acier pour canon. Il faut 30 000 tonnes de nickel. Où pouvons-nous trouver le nickel manquant? Vous êtes des spécialistes et des communistes. Dites-moi ce qu'il faut faire. Au cœur de ce pouvoir monolithique et centralisé, Voznesensky, le planificateur en chef, demande que faire. Il s'adresse directement aux ingénieurs, sans passer par les strates de la bureaucratie. Le ton du pouvoir a changé. L'urgence est là. Voznesensky resserre toute l'économie soviétique vers un seul but, la guerre.
Imaginez un fleuve puissant qui soudainement prend deux directions. D'un côté, il y avait la mobilisation. Immédiatement, des centaines de milliers de jeunes hommes ont été appelés et enrôlés dans les forces armées. Beaucoup d'entre eux venaient de la campagne. Parallèlement, les dirigeants savaient qu'ils devaient immédiatement augmenter la production d'armes. Dans tout le pays, les entreprises civiles ont cessé de fabriquer des machines à coudre, des bicyclettes, etc. Et elles se sont converties à la production de matériel de guerre. Donc il y a une augmentation immédiate des forces armées et une envolée de la production de guerre. Mais les autres secteurs de l'économie sont tout simplement abandonnés. Товарищ Еремин, вам пакет радиограммы из Москвы. Les ordres pleuvent du sommet de l'État. Comme des milliers de directeurs d'usines, d'ingénieurs et d'ouvriers, Еремин va se débrouiller sur le terrain pour accomplir des miracles. Самолеты нужны как хлеб, как воздух. Крайний срок выпуска — 2 месяца. Les gens ordinaires portent bien son titre. Le film ne représente ni les hauts dignitaires du régime, Пошли. ni les ouvriers modèles, ni les soldats héroïques. Le film montre que le déménagement des usines repose sur le peuple, sa volonté, sa capacité à survivre et ses talents d'improvisation. Fin juillet 1941. En un mois, les troupes allemandes ont avancé de 300 km en terre soviétique. Le front s'étend désormais sur près de 1000 km, des pays baltes au nord, aux rives de la mer Noire au sud. La course contre la montre de l'évacuation se poursuit sous les obus de la Wehrmacht et les bombes de la Luftwaffe. Finalement, on arrive au bout de la ligne de chemin de fer, quelque part dans une région reculée, et là vous avez un site vierge, un site sans logement pour les ouvriers, sans électricité. Souvent, les travailleurs ne sont pas assez nombreux, parce que certains ont dû quitter le train en route, ou bien ils ont été enrôlés sur un autre chantier. Donc c'est une sorte d'industrialisation qui a dû se faire à partir de rien, sur un site quasiment vierge. Я протестовал, спорил, требовал, но ничего не сделаешь. Ну что ж, начнем размещать цеха. Дмитрий Павлович, А что сделано для встречи эшелона? пока вопрос не решен. Сейчас он решен. Свяжитесь с городом, выясните наличие транспорта, помещений. Нет, вы не записываете, а, как называется, идите и выясните. Денис Петрович, а вы займитесь осмотром площадки. Sur le terrain, l'évacuation devient un extraordinaire casse-tête. Chaque usine a son histoire. À la fin du mois d'août 1941, les ateliers de production de chars de l'usine Kirov de Leningrad ont enfin trouvé leur nouvel emplacement.
Ils sont transférés vers Nijni Tagil, à 500 km. En septembre 1941, le front menace une précieuse usine de locomotives à Kharkov. Son seul point de chute possible est l'usine de Nijni Tagil. L'usine Kirov doit donc reprendre la route. Elle se dirige cette fois vers Tcheliabinsk, où elle fusionne avec une usine de tracteurs pour fabriquer des tanks. Les pluies d'automne commencent le 8 octobre. Les routes deviennent mauvaises. Début novembre, les Allemands s'approchent de Moscou. 500 entreprises quittent la ville et avec elles presque la moitié de ses 4,5 millions d'habitants. Le 5 décembre, la Wehrmacht stoppe à quelques kilomètres du Kremlin. L'hiver commence. C'est la fin de l'année 1941. L'URSS ne s'est pas effondrée. L'armée rouge compte ses morts par centaines de milliers. La grande poétesse russe Anna Akhmatova a écrit « La vie est finie pour toi. Tu resteras dans la neige. 28 coups de baïonnette, 5 balles de fusil. Il est triste ce nouveau vêtement que j'ai cousu. Elle aime le sang, notre terre russe. » Après 6 mois de guerre éclair, le bilan humain est effroyable. Le bilan économique aussi. Les troupes hitlériennes règnent sur les territoires qui fournissaient la moitié de la production d'acier et la moitié de la production agricole. Emportés par les succès fulgurants du Blitzkrieg, les nazis ne voient pas que les soviétiques ont ouvert un autre front. 220 usines se sont réinstallées dans le Caucase, 660 en Oural, 240 à l'ouest de la Sibérie, 80 en Sibérie orientale et 300 usines au Kazakhstan et en Asie centrale. Les soviétiques ont réussi à évacuer plus de 1500 usines, 13% de l'ensemble de la production industrielle du pays. Dans certains ateliers, la production a déjà redémarré. L'armée rouge commence à recevoir les tanks, les avions, les canons et les munitions qu'elle réclame. Le schéma de la production d'armement pendant la guerre est très impressionnant. Il faut se représenter la montagne de la Table en Afrique du Sud. La production de guerre s'est élevée jusqu'à un plateau, puis elle est restée à ce niveau jusqu'à la fin de la guerre. Au cours de l'hiver 41, cette ascension marque un arrêt, parce que toutes les autres branches de l'économie sont en train de s'effondrer, et que l'essentiel des moyens de production qui se trouvaient dans les régions occidentales ont été saisis par l'ennemi ou sont sur des wagons de chemin de fer. L'URSS doit le sauvetage de ses usines de guerre au courage de sa population. Alexander Werth, un des rares journalistes occidentaux présents en URSS en 1941, témoigne. J'ai pu parler avec beaucoup d'ouvriers, hommes et femmes, évacués dans l'Oural ou en Sibérie, durant le triste automne 1941, ou au début de l'hiver. Comment des industries tout entières et des millions de gens furent transférés à l'Est. Comment des industries furent réinstallées en un minimum de temps, dans de terribles conditions.
comment ces usines parvinrent à accroître considérablement la production, tout cela témoigne avant tout d'une endurance incroyable. Dans la plupart des cas, les conditions de vie étaient terribles. Très souvent, la nourriture manquait. Les gens travaillaient parce qu'ils savaient qu'il le fallait absolument. Ils travaillaient 12, 13, parfois 14 ou 15 heures par jour. Ils vivaient sur les nerfs. Ils savaient que jamais on n'avait eu un besoin aussi pressant de leur travail. Beaucoup moururent à la tâche. Les soviétiques sortent d'une décennie absolument terrible, avec beaucoup de terreur, de déportation, d'exécution, de purge dans le parti, dans l'appareil économique. Ils sont habitués à survivre. La guerre, au moins, a l'avantage qu'on sait pourquoi on survit, que ce n'est pas l'État qui attaque son peuple, mais bien un État étranger, une armée étrangère qui vient porter le feu et le sang sur le territoire soviétique. Au fond, la guerre, pour les civils en tout cas, n'est que le prolongement, se situe dans le prolongement d'une société, d'une économie, de conditions de facto de guerre qui existait déjà dans les années 30, ce qui explique évidemment à la fois l'endurance, mais aussi un manque de protestation et tout simplement une habitude à toutes ces privations qui s'est faite au cours de la décennie précédant la guerre. À la fin des années 20, Staline impose une série de plans quinquennaux pour industrialiser l'Union soviétique. En quelques années, des géants industriels sortent de terre, à Magnitogorsk, à Tcheliabinsk, à Dniepopetrovsk. L'économie stalinienne est planifiée et centralisée. Sa mise en œuvre est d'emblée violente et brutale. Le plan ne prévoit pas. C'est avant tout un instrument de mobilisation et de contrainte. Dans tout le pays, le plan impose des objectifs démesurés. Dans le moindre atelier, dans les usines, dans les bureaux, dans les kolkhozes, dans la rue, dans les commerces, l'espace est envahi d'injonctions. Il faut se dépasser, il faut dépasser les objectifs du plan. Staline veut créer une société nouvelle. Une armée de travailleurs qui, dans les usines comme dans les campagnes, est obligée de produire toujours et encore plus. Ce qui caractérise à la fois la vie politique et économique des années 30, c'est l'horizon présent, omniprésent de la guerre. Guerre, pas seulement au sens classique du terme, c'est-à-dire affrontement militaire, mais toute la mobilisation de la société est une mobilisation guerrière. On ne parle que de front de travail, de soldats de l'industrialisation. Lorsque un ouvrier, par exemple, quitte une usine sans autorisation, on parle de désertion du travail. L'URSS est une forteresse du socialisme, assiégée par l'ennemi, par
un environnement hostile, et donc tout développement économique est d'abord et avant tout un développement de puissance militaire pour qu'on soit respecté sur le plan militaire. Les deux sont absolument liés. Les parades du régime exaltent la guerre et l'industrie. Dans les années 30, la société soviétique est déjà mobilisée. Contre le capitalisme et l'impérialisme à l'extérieur, contre les ennemis du régime à l'intérieur. Le pouvoir est en guerre contre son peuple, qu'il faut transformer et purger. Les terres agricoles ont été collectivisées à partir de 1929. Les paysans sont obligés de donner leur récolte à l'État pour nourrir le nouveau peuple d'ouvriers qui travaillent de gré ou de force dans les usines soviétiques. La collectivisation et l'industrialisation ont tué des millions de personnes et profondément remodelé la société. Dans les années 30, la grande majorité des gens, malgré les conditions de vie extraordinairement difficiles, ont quand même le sentiment qu'un monde nouveau est en train de se construire. Un monde qu'on appelle le socialisme. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent absolument à toutes les valeurs du régime, mais plutôt à l'idée d'un monde de progrès ou de certaines constructions qui est vraiment au cœur, au fond, de ce consentement et de ce consensus social. Les hommes et les femmes qui ont connu les années 30 staliniennes ont subi un terrible apprentissage. Entre juin et décembre 1941, le peuple de l'URSS, habitué à endurer le pire et à se débrouiller, supporte le vaste chaos de l'évacuation. Les protestations sont rares, mais elles existent. Dans l'usine de locomotives de Kharkov, en Ukraine, 7000 ouvriers sur 12 000 refusent de partir pour l'Oural et préfèrent rester sur place. À Ivanovo, une ville industrielle spécialisée dans l'industrie textile à 200 km au nord-est de Moscou, les rapports des fonctionnaires locaux conservent les traces de la révolte des gens ordinaires. Rapport du 2 novembre 1941 sur les désordres anti-soviétiques dans la région d'Ivanovo, strictement confidentiel. Dans l'atelier de tissage, des groupes d'ouvriers ont commencé à se former en criant « On emporte les machines, on nous laisse sans travail. Tous les chefs ont quitté la ville et nous, on nous abandonne. On ne vous permet pas de démonter les machines. » L'ouvrière Kulakova a déclaré « Ce n'est pas Hitler qui prend notre pain, ce sont nos chefs qui le lui envoient. Maintenant, nos chefs ne nous donnent plus de pain. Est-ce qu'ils le gardent pour eux ?» L'ouvrière Lobova a dit « On a faim, on n'en peut plus de travailler. » Exprimer colère ou ressentiment est une entreprise à haut risque dans un monde saturé d'héroïsme et d'enthousiasme. Les troubles restent rares et ne durent pas longtemps. Mais une large partie de la population est en plein désarroi, choquée par les défaites répétées de l'armée rouge, perdue dans l'incroyable confusion qui règne dans le pays tout entier. La propagande a fort à faire. Elle doit contrôler les doutes
et convaincre les soviétiques de se mobiliser au front comme à l'arrière. Alors la propagande se dote de toutes sortes d'outils, qu'il s'agisse de la presse, qu'il s'agisse des arts plastiques, qu'il s'agisse de la littérature, qu'il s'agisse des affiches, et puis bien sûr du cinéma. Et dans ce système de propagande, le cinéma occupe une place absolument à part et une place privilégiée depuis le début. L'industrie du cinéma est prioritaire. Les projections de films au front et à l'arrière continuent. Le cinéma n'est pas seulement un loisir en Union soviétique. Le cinéma, encore une fois, est une arme indispensable. C'est-à-dire que très vite, dès l'été 41, les premières injonctions arrivent auprès des cinéastes. On leur demande de produire des films pour mobiliser la population et en même temps, très vite aussi, ça va arriver à la fin de l'année 41, pour rendre compte des crimes de l'ennemi. Краснознаменный ансамбль песни и пляски под управлением профессора Александрова. Les studios de tournage déménagent, tout comme les usines d'armement. Ils quittent Moscou et Leningrad. Le cinéaste Sergei Eisenstein, ses comédiens et ses techniciens se retrouvent à Alma-Ata, la capitale du Kazakhstan, dans des studios improvisés par Mosfilm, pour le tournage de la deuxième partie d'Ivan le Terrible. Avec Ivan le Terrible, on va chercher une figure qui appartient finalement quand même à un passé lointain, qui a été décriée pendant toute la première partie, on va dire, de l'histoire de l'Union soviétique. On va chercher cette figure parce que c'est une figure majeure, c'est une figure qui a rassemblé la Russie, ça je pense que c'est très important, autour de Moscou. C'est une figure militaire, victorieuse dans les batailles, qui tient tête à l'Occident et qui est une des données du patriotisme soviétique qui émerge pendant la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que d'exprimer cette guerre en termes marxistes, Staline a eu le génie politique, dès son grand discours du 3 juillet 1941, d'inscrire cette guerre dans la lignée de toutes les grandes guerres patriotiques menées par la Russie éternelle contre tous les envahisseurs. Le pouvoir change de discours. On ne se bat plus pour l'avènement du communisme, on défend la survie de la patrie et de la Sainte Russie. La Seconde Guerre mondiale, en URSS, se nomme la Grande Guerre patriotique. Le tour de passe-passe de la propagande fonctionne. Que ce soit pour l'URSS, pour la Sainte Russie ou pour la mère patrie, le peuple soviétique se bat. Sa résistance est extraordinaire.
À la fin de l'année 1941, le pays est en pleine débâcle. Cela n'empêche pas Staline de lancer la construction d'une voie de chemin de fer nord-sud pour désenclaver Stalingrad et sa région. À l'urgence fracassante du Blitzkrieg répond un autre temps, long. Le temps stalinien s'appuie sur un territoire immense, un empire aux frontières lointaines et aux populations nombreuses. Un stock de vie et d'espace qui permet d'encaisser l'invasion allemande. Les nazis jouent au poker. Ils ont déployé leur sens de l'offensive fulgurante à la recherche du moment décisif, de l'effondrement définitif de l'ennemi. Les soviétiques jouent aux échecs. Face à la vitesse du Blitzkrieg, ils déploient sur l'échiquier de la guerre une accélération industrielle progressive et durable. Начнем. Я дал приказ начать производство. У нас нет крыш, нет цехов, станки под открытым небом, нет людей. Будет невиданно трудно, и хватит об этом. Слово «трудно» придется забыть. Начнем работать без стен. Стены будем возводить вокруг станков. А люди... Рабочие завода имени Чкалова. Это полчища казаков-разбойников? Вы называете рабочими завода имени Чкалова? Да, их надо учить. И мы их научим. И вместе с ними дадим самолет через 2 месяца. Dans la réalité, l'arrivée des usines est rarement une fête. Dans les régions qui les accueillent, les habitants sont recrutés de force. À eux, les travaux les plus durs, les plus dangereux. Sans nourriture, ils meurent de faim les premiers. Ils ne parlent pas russe. Ils ne sont pas formés. Le problème de la main-d'œuvre était qu'un grand nombre de travailleurs avaient été mobilisés. Et bien sûr, beaucoup avaient été tués ou capturés par les Allemands. Le secteur industriel exigeait un noyau de travailleurs qualifiés pour soutenir l'effort de guerre. Mais la majeure partie des autres travailleurs étaient des femmes. Des femmes qu'on avait enrôlées et formées dans l'urgence. Ou bien des jeunes de 14, 15, 16 ans qui travaillaient dans les usines 10 heures d'affilée. Partout, on travaille en moyenne 9 heures par jour, 6 jours par semaine. Le travail est surveillé et militarisé. Absentéisme, retard et négligence sont sanctionnés. Un décret du 26 décembre 1941 prévoit de 5 à 8 ans de camp pour avoir quitté son emploi sans autorisation. Le travail est aussi forcé. La main-d'œuvre servile du goulag est mise à contribution. Droit commun, opposants politiques, voleurs de pommes de terre, ouvriers maladroits auteurs d'une blague sur Staline, croyants catholiques, musulmans ou protestants, les détenus du goulag sont une main-d'œuvre corvéable à merci pour les tâches les plus dures, pour l'extraction des matières premières, du charbon, du bois et pour les chantiers de construction.
Cette mobilisation contrainte des travailleurs porte ses fruits. La bonne nouvelle pour l'armée rouge, c'est qu'on arrive presque au sommet de la montagne de la table, c'est-à-dire au plus haut niveau de la production de guerre. Des millions d'avions et de chars, des dizaines de milliers de canons, des millions de fusils et d'obus sont produits chaque mois. La pénurie aiguë de matériel militaire est terminée. En juin 1942, un an après le début de leur offensive, les Allemands lancent une deuxième guerre éclair, vers le sud, en direction de Bakou et de ses champs de pétrole. L'armée rouge recule de 400 km. Sébastopol, Voronej, Rostov, des villes importantes tombent à l'ennemi. À nouveau, les usines d'armement sont déplacées. Certaines repartent même pour la deuxième fois. La Wehrmacht fonce vers Stalingrad. L'URSS ne s'est toujours pas effondrée. Et lorsqu'arrive l'été, puis l'automne 1942, l'armée soviétique recule toujours face à l'armée allemande. Elle est toujours en déroute, dans le sud en particulier, mais elle n'est plus cruellement à court de munitions. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'après l'impact de Barbarossa, dès 1942, l'économie soviétique a commencé à se redresser. En tout cas, l'économie de guerre s'est redressée de façon spectaculaire. À tel point qu'à la fin de l'année, la production soviétique d'avions, de chars et d'autres armes surpassait largement celle du Reich. C'est sur le terrain de la production que l'URSS remporte sa première victoire sur l'Allemagne. Le Reich apparaissait comme un titan industriel. L'Union soviétique va le battre sur ce terrain. Ingénieur contre ingénieur, usine contre usine, les méthodes de production font la différence. Для увеличения выпуска снарядов на заводе и директором товарищ Ткачев введен поточный метод литья снарядов. Формы для литья по рольгангу идут на кольцевой конвейер. По конвейеру они непрерывно движутся и подходят под ковш с металлом. Заливка производится в движущиеся формы. L'un des éléments essentiels de l'effort de guerre soviétique était la production de masse. Les méthodes de production devaient être décomposées et simplifiées au maximum parce qu'une grande partie de la main-d'œuvre n'était pas qualifiée et ne pouvait même pas lire les instructions. Il fallait donc simplifier. Cela impliquait une production par bande transporteuse, des flux de production simples. Ces méthodes, les soviétiques les avaient apprises des ingénieurs américains qui avaient été invités en URSS pour aider au développement de l'industrie dans les années 20 et au début des années 30. Ils avaient inventé une sorte de version soviétique du Fordisme. Quand on étudie la production de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale, seuls 2 pays ont vraiment maîtrisé la production de masse, la Russie et les États-Unis. En Grande-Bretagne et en Allemagne, on en trouve des éléments, mais ce n'est pas tout à fait au point. Et c'est la production de masse qui a permis d'énormes gains de productivité. Sans aucun doute, c'est la production en masse de matériel en 1942-1943 qui a été un facteur de renversement de la situation face à l'envahisseur allemand. En juillet 1942, la bataille de Stalingrad commence.
les troupes allemandes s'approchent de la ville. Vassili Grossman, journaliste et écrivain, était présent. Il écrit dans son roman « Vie et destin ». Deux masses, l'une au nord, l'autre au sud. Des millions de tonnes de métal et de chair attendaient le signal. Production de masse. Guerre de masse. Staline refuse d'évacuer la population. Le terrain est disputé maison par maison pendant des mois. L'industrie soviétique est maintenant capable de fournir en munitions, en fusils et en tanks les soldats de l'armée rouge. Les combattants de la Wehrmacht, eux, manquent d'armes, d'essence et de nourriture. Le rapport de force militaire et industrielle entre l'Allemagne et l'URSS est inversé. Les Soviétiques produisent désormais de très grandes quantités de matériel. Ils peuvent donc constituer des stocks très importants. Sans cela, l'encerclement de Stalingrad, la défaite de l'armée allemande à Stalingrad, n'aurait sans doute pas pu avoir lieu. Au moment où le prix des munitions, le coût de fabrication d'un canon, d'un char d'assaut ou d'un avion chutait drastiquement, celui des denrées alimentaires augmentait de façon exponentielle. On retrouve la divergence des deux flux, un changement énorme des prix et des coûts relatifs. En 1942, le prix d'une miche de pain est hors de portée d'une population affamée, alors que les armes sont devenues abondantes et bon marché. L'inconvénient, c'est que pour produire du pain, il fallait des millions de travailleurs dans une agriculture à très faible productivité, alors qu'un petit nombre d'ouvriers suffisait à produire des quantités de plus en plus importantes de munitions. C'est comme si deux systèmes économiques opposés coexistaient dans le même pays. Sur les affiches du régime, les visages se creusent. Tout pour le front. Jamais un slogan n'a autant collé à la réalité. La guerre absorbe toutes les ressources. Argent, matières premières, main-d'œuvre et nourriture. Un monstre économique à deux têtes est né. D'un côté, une économie de guerre qui atteint des sommets de production. De l'autre, une économie civile, totalement dévastée, qui se débrouille avec les restes. Cette focalisation radicale sur la guerre met l'arrière en famine. Les régimes alimentaires sont vraiment réduits à un régime de famine pour la plupart des personnes, avec cette expérience soviétique de la répartition des rations en fonction de l'importance de tel ou tel individu dans le système de production. Donc les directeurs, les ingénieurs ont une ration supérieure aux ouvriers qualifiés, qui eux-mêmes ont une ration supérieure aux ouvriers non qualifiés, etc. etc. Donc tout consiste à essayer à la fois de survivre et en même temps d'obtenir de meilleures conditions en pratiquant le troc, en vendant, pour ceux qui ont pu emporter des affaires avec eux, petit à petit leur maigre richesse, en se faisant parfois nommer dans des secteurs agricoles où on mange un peu mieux. Mais dans l'ensemble, la famine règne en URSS. Dans l'usine numéro 200 de Tcheliabinsk, le chef du syndicat, qui est aussi le médecin de l'usine, écrit « Nous avons une augmentation des cas de carence en vitamines et des cas d'œdème par carence en protéines,
entraînant un taux élevé de maladies et de décès, en particulier chez les travailleurs célibataires vivant dans les dortoirs. Si des mesures ne sont pas prises rapidement pour améliorer l'alimentation des travailleurs isolés et des personnes atteintes de carences graves, alors nous arriverons à une situation catastrophique pour la main-d'œuvre. La famine est arrivée à l'automne 1941, parce qu'il était impossible de faire des récoltes dans les régions de l'Ouest. Puis en 1942, il a fallu gérer l'agriculture sans engrais chimiques, sur un territoire réduit puisque les régions céréalières les plus productives étaient perdues, et avec une population agricole principalement composée de femmes et de personnes âgées. Cela a été un désastre. La production agricole a chuté de 2/3 entre 1940 et 1942. Кто делает эту бурду? Почему заставляете людей есть? Дмитрий Павлович, я же докладывал. У нас повар. Он все делает по-своему, а уволить не можем. Почему? Во всем городе ни одного повара. Потом люди едят, молчат. Молчат? Pendant la guerre, pour de nombreux civils, l'usine est devenue plus qu'un simple lieu de travail. C'est devenu un véritable lieu de vie. C'est là qu'ils avaient de la nourriture, qu'ils trouvaient de la compagnie et souvent qu'ils dormaient. Et cela les séparait vraiment des autres civils, qui étaient très durement touchés par l'effondrement de l'approvisionnement en nourriture et la pénurie de biens de consommation. L'usine est devenue l'axe central de l'existence des travailleurs soviétiques. Avec le recul, on voit que l'année 1942, pour l'économie soviétique, est la période de tous les dangers. L'armée bat en retraite, le capital diminue à cause de l'invasion, mais aussi parce qu'il n'est pas remplacé, et que même sur les territoires sous contrôle soviétique, il n'y a plus aucun investissement net. Certaines usines sont construites et reconstruites, mais pas assez vite pour compenser la diminution des stocks. Et les gens meurent de faim. Une fois encore, la population diminue à cause de l'invasion et de la famine. Si on additionne tout cela, on comprend que l'économie soviétique était vraiment au bord de l'effondrement. Alors la question devient, comment cet effondrement a-t-il été évité? Et là, je pense qu'il faut s'éloigner des chiffres bruts et des logiques de production. Il faut chercher du côté des motivations. Après tout, l'économie soviétique et l'économie allemande se valaient à peu près, surtout sur le plan industriel. Deux grandes forces militaires se font face. Qu'est-ce qui fait la différence? À ce moment-là, ça devient une question de facteurs psychologiques et moraux et de sentiments. Une des énigmes de l'économie de guerre est comment le peuple a-t-il supporté cela?
Les Soviétiques ont supporté des conditions que personne, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, n'aurait pu endurer. Une des habiletés politiques du régime, de Staline et du groupe dirigeant, a été en effet, pendant la guerre, de lâcher du lest et de permettre à un certain nombre d'initiatives locales de voir le jour. Par exemple, pour l'économie kolkhozienne, ce sont plusieurs millions d'hectares de terre que les kolkhoziens se sont réappropriés en augmentant la part de leur lopin. Et on sait également que s'est développé un marché parallèle, un marché noir, qui a permis, disons, d'assurer une part plus importante de l'approvisionnement, par exemple, des petites villes. Dans les campagnes, les paysans se prennent à rêver d'un retour à l'exploitation individuelle des terres. La religion n'est plus proscrite. Les mariages religieux sont de nouveau autorisés. Staline s'appuie sur l'Église orthodoxe pour raviver le patriotisme russe. Pour les artistes, comme la poétesse Anna Akhmatova et le compositeur Dmitri Shostakovich, la censure se relâche. Trauberg et Kozintsev, les réalisateurs du film Les gens ordinaires, peuvent écrire leur scénario porté par ce souffle provisoire de liberté individuelle. Их тысячи разных деталей. Каждый цех делает свои. И каждый рабочий делает только деталь. Их клепают, цепляют, винчивают. И получается самолет. И он поднимается в воздух. Снизу мы детали не видим. Мы видим только один большой самолет, и он летит против самого сильного ветра и бомбит врага. Девушки, все детали тут и перемешались. Ну, жуткое дело. Их нужно теперь разобрать, рассортировать. А может быть, мы начнем, а? La situation de la guerre, les pénuries, la dispersion, l'éloignement des centres de pouvoir a permis aux cinéastes, mais aussi aux écrivains en général, au monde de la culture et de la production, on va dire, médiatique, ça leur a permis de trouver, si ce n'est des failles, du moins des espaces dans lesquels ils pouvaient exprimer, non pas des contre-récits, mais en tous les cas, des façons différentes de voir le récit officiel. L'historien Mikhail Gefter, même un des grands historiens russes de l'époque de la perestroïka, a même mis en avant cette idée d'une sorte de déstalinisation spontanée des esprits, centré sur l'idée que les combattants, mais aussi ceux de l'arrière, ont pris conscience au fond de leur propre responsabilité et de leur propre rôle dans l'avenir au fond du pays. En février 1943, à Stalingrad, les troupes de la Wehrmacht, encerclées, se rendent aux hommes de l'armée rouge. Alexander Werth témoigne. Au fond des tranchées, il y avait des Allemands verts, gelés, et des Russes gris, gelés, et des fragments de formes humaines. Et il y avait des casques, russes et allemands, parmi les débris de briques. Il était difficile d'imaginer comment quelqu'un aurait pu survivre. Les troupes soviétiques entament la reconquête vers l'ouest des territoires perdus.
L'un des problèmes quand on mène une guerre totale à grande échelle, et la Seconde Guerre mondiale a mobilisé des millions et des millions de personnes, est de s'assurer que les troupes sont approvisionnées, qu'elles ont suffisamment de nourriture, d'armes, de munitions, d'explosifs. Il fallait être capable d'acheminer les marchandises de l'usine jusqu'à la ligne de front. Il fallait pouvoir nourrir les armées et s'assurer qu'elles continueraient à se battre. La logistique était au cœur de tout cela. Stalingrad offre un exemple particulier en matière de logistique. Pour les Allemands, il était de plus en plus difficile à mesure que la météo se dégradait d'acheminer les marchandises depuis l'Allemagne jusqu'au front. Les Soviétiques ont fait en sorte que leur chemin de fer aille jusqu'à Stalingrad. À la fin, ils envoyaient 50% de trains et de ravitaillement de plus que les Allemands. À partir de Stalingrad, l'URSS domine sur le plan industriel et sur le plan militaire. Elle aligne 2 fois plus d'hommes, 4 fois plus de canons et 6 fois plus de chars que le Reich. Ce retournement de situation, elle le doit au sacrifice de ses soldats, à l'endurance de sa population civile et au talent de ses ingénieurs. Mais la grande guerre patriotique de Staline est aussi une guerre mondiale. L'URSS s'appuie également sur l'aide matérielle de ses alliés, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis. Dès novembre 1941, Washington promet à Moscou de lui fournir une aide gratuite. Les livraisons commencent aussitôt. Les convois suivent une route nord par l'océan Arctique et Arkhangelsk, empruntent une route sud par l'Iran et la mer Caspienne, ou transitent à l'est par Vladivostok en Extrême-Orient. Le pré-bail est le nom de ce programme d'aide qui se prolonge jusqu'à la fin de la guerre. Le pré-bail est venu accroître les ressources disponibles d'environ 5% en 1942, de 10% en 1943-1944. Je ne sais pas si ces chiffres paraissent importants ou faibles. Et il me semble assez important si on considère que c'est un ajout aux ressources nationales qui arrivent de l'extérieur du pays. Et aussi, alors que l'économie touchait à son point de rupture, le pré-bail a redonné des marges de manœuvre. En bref, le volume de l'aide des Alliés a permis de réduire la pression sur l'effort de guerre soviétique. L'aide américaine complète le matériel militaire de l'armée rouge. Les célèbres lance-roquettes Katyusha, les orgues de Staline, sont souvent montés sur des camions américains Studebaker. Aux chars et aux avions livrés en 1942, succèdent en 1943 des camions, des jeeps, du carburant, des vêtements, des machines, des denrées alimentaires concentrées et transformées. Au front, on n'aurait pas tenu sans le cornet de bif, qui était d'ailleurs du porc, la tushonka de porc, dans des boîtes américaines avec des étiquettes en cyrillique. Et à un certain moment, le nombre de ces boîtes est en telle quantité que les soldats sont même en mesure de nourrir l'arrière. On ne fait pas la guerre avec de l'argent, on fait la guerre avec des ressources. Celles de l'Union soviétique venaient des usines de guerre, des fermes qui fournissaient le pain, du pré-bail qui fournissait des rations aux armées.
Les soldats, eux, sortaient des usines et des ateliers, enfilaient un uniforme et partaient au combat. Mais tous ces éléments avaient une contrepartie monétaire qui devait être contrôlée pour empêcher l'économie de s'effondrer. Une partie des fonds qui ont financé la guerre provenaient des taxes habituelles prélevées en temps de paix. Mais en temps de guerre, l'activité économique civile étant plus faible, moins de taxes étaient perçues. L'Union soviétique a aussi emprunté de l'argent à sa population. On parlait d'emprunt, mais en vérité, c'était un impôt comme un autre. À la fin de la semaine, au moment de recevoir son salaire, le travailleur soviétique s'entendait dire « Nous gardons cette partie de votre salaire, c'est votre souscription à l'emprunt de guerre. Félicitations, vous avez contracté un emprunt de guerre. » En 1943, les ressources sont bien là. L'économie de guerre de l'URSS atteint son apogée. À Koursk en juillet, puis à Kharkov en août 1943, l'armée rouge est en mesure de créer des concentrations gigantesques de chars et de remporter la victoire. Les généraux soviétiques peuvent maintenant lancer de vastes opérations combinées où interviennent blindés, artillerie et aviation. L'afflux de canons et d'obus permet à l'artillerie de briser les défenses, d'anéantir les points de résistance et de soutenir les troupes au sol. Les victoires de l'armée rouge sont très coûteuses en vie humaine et en matériel. Le matériel reste simple, il se répare et se reconditionne facilement et rapidement. Танки ремонтируются недалеко от поля боя. Сварщик-красноармеец Тозик – лучший ремонтник. 15 дней этот танк сражался на переднем крае. За эти дни экипаж его уничтожил 2 «Тигра», 1 средний танк и до 300 вражеских солдат и офицеров. Беспощадный снова идет разить врага. Les Soviétiques n'avaient pas besoin d'un char allemand comme le Tigre, énorme, très coûteux, qui exigeait une main-d'œuvre qualifiée et dont l'usage était trop complexe. Ils avaient besoin d'un grand nombre de chars T-34, simples, efficaces, et qui faisaient ce qu'on attendait d'eux. Le T-34 est un char robuste, rudimentaire, agile et fortement blindé. Son moteur a une fiabilité limitée qui convient à la durée de vie d'un tank en opération. Dans un système de production de masse, le secret est d'avoir un petit nombre de modèles standards, et non pas 10 avions, 15 chars d'assaut différents. En 1943-44, les Allemands avaient 40 ou 50 modèles d'avions. L'Union soviétique, elle, s'est concentrée sur une gamme de 3 ou 4 avions, qu'elle a produits en très grande quantité. Et ce sont ces gros volumes qui vous permettent d'organiser votre usine pour simplifier les processus de fabrication, comme l'ont fait les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Самолет делается так. В 6-м цеху берем шпангауты. В 7-м стрингера. В стапелях их собираем и получаем каркас фюзеляжа, который обшиваем и ставим на центроплан. С боков стыкуем крылья, вставляем стабилизатор, киль и полетел. Нет, не полетел. А как? Мотора не хватает. Kharkov, Mariupol, Smolensk, Kiev. À la fin de l'année 1943,
les soviétiques ont repris les 2/3 des territoires perdus. La reprise de Kiev, c'est novembre 1943. Donc ça veut dire que la moitié de l'Ukraine est déjà reprise, qu'on peut recommencer à reconstruire. La priorité du régime, c'est la réindustrialisation, la resoviétisation des républiques qui ont été reconquises, à la fois d'un point de vue symbolique et en même temps parce que ce sont historiquement les républiques, notamment l'Ukraine, la Biélorussie et les pays baltes, les plus industrialisées du pays. Se pose la question, par exemple, à Kharkov ou à Kiev, doit-on réévacuer les usines avec leurs machines ou ne faut-il pas profiter de cette table rase pour construire ex nihilo et pour livrer à ces républiques qui sont dans le besoin le meilleur de la construction mécanique soviétique. Et c'est ce choix-là qui est fait. Certaines usines restent sur place, en Sibérie, au Kazakhstan, dans l'Oural. Leur matériel est usé jusqu'à la corde. Mais elles vont contribuer à l'essor économique de ces républiques soviétiques, éloignées de la Grande Russie, un peu à la marge de l'Empire. Les ouvriers et leurs familles prennent, eux, le chemin du retour vers leur région d'origine. Lorsque la victoire a été enfin en vue, un grand nombre de citoyens soviétiques qui avaient volontairement travaillé et combattu pour gagner cette guerre pensaient qu'ils seraient récompensés de leurs efforts, d'une manière ou d'une autre. Ils pensaient que le système se détendrait, que le communisme serait moins brutal, que l'avenir serait meilleur, avec plus de biens de consommation. Bref, qu'ils seraient mieux traités par le régime. Mais ils se sont trompés. Staline reprend en main la société. C'est la fin des espoirs de liberté. Le régime renoue avec sa brutalité, planifiée et centralisée. À nouveau, toutes les décisions, les volumes de production des champs de blé, des usines d'armement et des fabriques de brosses à dents sont décidées à Moscou et planifiées à 5 ans. À nouveau, l'individu doit disparaître dans la masse. Чего тебе? Не директора! Чего? Директора! Был здесь директор, был. Видишь, шаловые как пришпоренные. Ищи в 24-м. La singularité touchante et joyeuse des gens ordinaires irrite le pouvoir, qui décide d'interdire le film. On ne voit pas assez le parti. On ne voit pas assez le parti, et ça veut dire qu'on voit qui? On voit la société. On voit finalement une société qui se prend en main, elle-même, qui prend son destin, qui est solidaire, qui agit dans une même direction, mais qui n'est pas encadrée, contrôlée, dirigée par le parti. Et ça, c'est perçu en 1945 en tous les cas. Peut-être qu'en 1943, ça aurait pu passer. Mais en 1945, c'est perçu comme quelque chose de totalement impossible. C'est contraire aux injonctions idéologiques. C'est ça le problème, c'est que ça ne répond pas aux attentes idéologiques et on considère donc que c'est un reproche suffisant pour non seulement demander à ce que le film soit repris, mais c'est un des reproches majeurs qui va conduire à l'interdiction complète du film. La société n'est pas censée se mêler de politique. Le politique est confié à ceux qui le gèrent et à ceux qui le contrôlent, c'est le parti. Et c'est le parti qui doit diriger le pays. Donc c'est lui qui conduit, la société doit obéir et suivre. Вот через полчаса поднимется наш самолет. Пойдет туда, на фронт.
А когда войдет в бой, мы почувствуем, и это будет наш праздник. А пока даем отпуск на сутки. Идите, спите за 2 месяца. Завтра найдется работа еще трудней. Спасибо. Спасибо. Рахмат. Спасибо. Спасибо. Le titre est absolument magnifique. Hein. Alors, des gens ordinaires, ou on pourrait dire aussi des gens simples, mais en français, ça a un autre sens. Donc, c'est pour ça qu'on s'en tient à des gens ordinaires. Mais en fait, c'est ça. En russe, c'est des gens simples. Простые люди. Et ces gens ordinaires, c'est grâce à eux, grâce à leur courage, grâce à leur enthousiasme, grâce à leur résilience, grâce à leur solidarité, que la victoire est atteinte. Ce qui est, en 1945, va complètement à l'encontre du discours officiel. Parce que là, à ce moment-là, c'est bien aussi ce moment-là où Staline aussi s'attribue tous les mérites de la victoire. La dernière bataille se déroule à Berlin en avril 1945. L'Armée rouge a libéré la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie. La disproportion des forces en présence est éclatante. Les Soviétiques alignent 2 500 000 hommes, 6 250 chars, 41 000 canons, face à 1 million de soldats allemands, 1 500 chars et 9 300 canons. Le Troisième Reich s'effondre. Les États-Unis, l'Union soviétique et le Royaume-Uni vont se partager le monde. À la fin de la guerre, pour Staline et pour les autres dirigeants de l'Union soviétique, la guerre avait été clairement un test pour le système communiste. Si l'Union soviétique avait été vaincue en 1941-1942, le communisme aurait été réduit à néant. Mais elle a remporté la victoire en 1945. Une victoire totale. Et je pense que pour Staline, cette victoire a démontré la supériorité du système communiste. C'était la preuve qu'un État prolétarien pouvait vaincre un État capitaliste. Staline est le gagnant de la Grande Guerre patriotique. L'URSS étend son emprise aux pays de l'Europe de l'Est. Le régime est renforcé, centré à l'extrême sur la personne du dictateur. La victoire est massive. Les chiffres sont effarants. L'unité de compte est le million. Millions de tonnes d'armes produites. Millions de kilomètres carrés gagnés. Millions de morts. Le peuple de l'URSS est le grand perdant de la Seconde Guerre mondiale. La victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale a été extrêmement coûteuse sur le plan humain. 26-27 millions de morts, à peu près un habitant sur 8 de la population d'avant-guerre. On a des chiffres assez précis, il y a plus de 10 millions de morts parmi les militaires, sur les 34 millions de mobilisés. On a également 11 millions de pertes civiles directes et 5 millions de pertes civiles indirectes, c'est-à-dire soit par surmortalité à l'arrière, soit par aussi déficit des naissances. Donc c'est un bilan global lorsqu'on parle de 26-27 millions, mais le chiffre de victimes directes est plutôt de 21 millions, 10 de militaires, 11 millions de civils. On n'explique pas le courage. Celui du peuple soviétique a été immense. Mais la victoire ne lui appartient pas. En 1945, les gens ordinaires qui ont survécu continuent d'avoir faim, continuent de vivre dans des conditions inhumaines, continuent de travailler sous la contrainte d'un régime sans pitié pour son peuple.
Si on remonte en 1905, il y a eu le traumatisme de la Révolution de 1905, qui a été un vrai choc pour la Russie. Il y a le traumatisme de la Première Guerre mondiale, puis celui de la guerre civile, qui à bien des égards a été pire que la Première Guerre mondiale. Après la guerre civile, il y a une première famine, suivie d'une autre en 1932, conséquence de l'industrialisation, des politiques agricoles et de la modernisation totale imposée par Staline. Puis en 1937, le sang coule de nouveau avec la Grande Terreur. Alors, plus on accorde de poids au traumatisme d'avant-guerre, plus on relativise ceux de la Seconde Guerre mondiale. Il faut trouver une sorte d'équilibre. Bien sûr, la situation a été dramatique en 1945, mais elle l'était en raison de cette suite continue de chocs. Et j'ai appris comment s'effondrent les visages, comment, sous les paupières, émerge l'angoisse, comment des pages d'écriture au poinçon font ressortir sur les joues la douleur, comment les boucles noires ou cendrées ressemblent soudain à du métal blanc, comment le rire se fane sur les lèvres soumises.